Mon nom est Patrick Aubert, je suis script depuis 2006, mais je gagne ma vie comme script depuis 2008. Donc, ça fait 10 ans cette année que je pratique ce métier-là. J'ai commencé en histoire du cinéma à l'Université Concordia. À travers le cinéma, j'avais des cours de littérature, musique, théâtre, fait que j'ai pas mal fait le tour. J'ai étudié beaucoup la dramaturgie aussi, beaucoup d'analyse de textes qui m'aident aujourd'hui dans mon métier. Par la suite, j'ai travaillé en télévision comme assistant réalisateur, cordeau, accessoiriste. Ensuite, j'ai fait un petit documentaire aussi en Afrique où j'étais allé faire du théâtre en 2004, théâtre de marionnettes. Où là, j'ai fait un documentaire qui m'a fait entrer à Concordia en cinéma. Fait que là, j'étais en film production de 2005 à 2008. Puis je m'intéressais principalement à trois départements quand j'étais à l'école. J'étais fasciné par la réalisation, le montage et la direction de production. Donc c'est pas mal ces trois tâches-là que j'ai fait pendant 3 ans. Donc selon les projets, que ce soit mes projets ou les projets d'autres personnes, je me proposais toujours dans ces trois départements-là. Mais j'étais aussi pas accessoiriste, mais éclairagiste, machiniste, preneur de son. J'ai fait du montage son, j'ai fait du bruitage, j'ai fait de la voix pour des films, toujours à l'école. Donc j'ai pas mal exploré tous les départements. Puis je trouvais que le département de script, c'était lui qui rassemblait un peu tout ça, qui me permettait de synthétiser, si on veut, mes intérêts pour aller vers quelque chose de vraiment polyvalent. Un peu comme la réalisation, mais au lieu de faire de la création, j'assiste la création, puis j'aide un réalisateur, une réalisatrice à faire son film. Avec le côté paperasse que t'aimes bien dont tu veux. Ouais, c'est ça. Moi, j'adore écrire. Depuis l'âge de 14 ans, j'écris. Je continue encore à écrire aujourd'hui. J'ai des boîtes et des boîtes de livrets, de journaux intimes, euh, puis j'ai toujours aimé écrire au plomb, j'ai toujours aimé le papier. Ma mère est secrétaire aussi, fait que je pense que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, comme on dit. J'aime classer, j'aime organiser. Euh, j'aime les post-it, j'aime les crayons, j'aime les couleurs, j'aime ça me promener chez Bureau en gros pour regarder tout ce qui existe comme classeur et tout et tout. Euh, voilà, j'ai commencé sur des films étudiants à l'école. Ensuite, des courts-métrages financés, là, SEDEC, Conseil des arts. Je me suis embarqué ensuite dans tout ce qui est Actis, syndicat. Fait que j'étais allé chercher mes crédits script. Je dois être rendu à près de 500. Il m'en fallait 120. À un moment donné, j'étais rendu à 300. J'étais toujours pas membre parce qu'il me manquait des crédits de stage. Fait que j'ai fait quelques stages. Puis finalement, ben, je suis devenu membre là, avec le poids de mon Ouais, expérience. tu m'en as parlé. Ouais. Là, je dois être rendu à 18 longs métrages. Je suis rendu à 109 courts métrages. Ouais. Puis je tiens une petite liste là. Ouais. Je- J'aime bien compiler les choses, voir je suis rendu à combien. Puis mon objectif est de me rendre à 200 d'ici la fin de ma carrière. Tu vas le faire. Ouais. Ben oui. Ok. Pour être le script au Québec qui a travaillé sur le plus de courts-métrages. 200. Mais je pense qu'il n'y a aucun script dans ce que je connais du métier qui a travaillé sur autant de courts-métrages, là. Je suis vraiment la personne, le script qui est le plus associé au monde du court-métrage. Donc quand on pense à script et court-métrage, c'est tout de suite Patrick Aubert qui... Qui sort. C'est ça, il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit. C'est comme le premier nom qui sort. Sinon, je travaille beaucoup sur des longs métrages indépendants. Beaucoup de premiers longs métrages. Euh, c'est ça, tu sais. Première série web, premier film, premier long métrage. Mais pourquoi? Pourquoi tu aimes ça? Euh, Ce que j'aime, c'est que dans les premiers films, premièrement, dans le cinéma indépendant, je trouve qu'il y a beaucoup plus de créativité, il y a beaucoup plus de liberté, il y a plus de prise de risque, puis je me sens beaucoup plus utile. Ok. J'ai travaillé sur des plateaux, des plus gros films, comme Sur le rythme, par exemple, le film de danse, qui est un film à plusieurs millions de dollars, où je me sentais plus technicien. Je sentais moins que je pouvais apporter à la création, je sentais moins que je pouvais donner mon opinion, puis vraiment, je sentais que j'étais plus quelqu'un qui prenait des notes de montage, puis même le réalisateur, c'était quelqu'un qui vient du cinéma indépendant. Je trouvais que même le réalisateur avait pas grand chose à dire sur les choix artistiques, puisque c'est un film de producteur. Donc,
Eux avaient un scénario qu'ils ont décidé de produire, puis ont engagé un réalisateur qui vient du cinéma indépendant et qui a une approche documentaire pour faire un film mainstream très léché. Et il n'était pas du tout d'accord avec son approche, puis lui c'était plus comme un réalisateur de pub finalement qui allait voir les acteurs pour leur dire ce que la productrice lui disait dans le creux de l'oreille, puisqu'elle avait le contrôle sur la réalisation d'une certaine façon. Donc, fait que moi, à côté de lui, j'avais pas grand chose à dire ni à faire que prendre des notes de montage. Puis c'était pas mal ça. Donc, je suis revenu à ce que mes premiers amours, cinéma indépendant. Je fais peut-être moins d'argent que d'autres scripts, mais je travaille pas en télévision. Je suis beaucoup dans les plus petits projets, mais c'est plus valorisant. Puis j'ai beaucoup plus ma place. C'est mieux, Ouais. Télé, c'est pareil? Mais la télévision, en fait, j'ai pas une grande expérience de télé. J'ai été script 2 jours, assistant script sur Tactique. Je trouvais que ça roulait vite. Belle ambiance de travail. C'est très axé sur le texte. Puis c'est une prise, 2 prises. Moi, je trouvais que c'était quand même une machine. C'était quand même de la saucisse. Puis j'aime mieux des plus petites équipes où tout le monde se parle. Tout le monde mange ensemble. On parle aux acteurs. On parle de cinéma. C'est plus un trip de gang. Puis je trouve qu'il y a plus de cohésion, plus de créativité aussi, là. Puis il y a un enrichissement personnel et artistique aussi qui vient avec ça. Tu m'avais dit que sur les plateaux de tournage le midi, quand t'allais le midi au moment du lunch, tu te mettais à une table différente à chaque fois. Je sais pas si tu te souviens, Oui, ça c'est un petit jeu que j'aime jouer. C'est sûr que ça dépend des tournages. Moi, je suis un grand curieux. C'est de famille. Dans notre famille, on est toujours à la bibliothèque, on a toujours un livre ouvert, on est toujours en train de regarder dans le dictionnaire. Donc, on a une grande curiosité intellectuelle. Puis, donc, ce que j'aime, c'est apprendre. Fait que quand j'arrête d'apprendre, ben, je m'inscris à un cours, à une formation, je rencontre des gens, j'essaie toujours d'apprendre sur les gens, sur la vie, sur les arts. Puis, c'est la même chose sur les plateaux de tournage. Donc, ce que j'aime faire, c'est de changer de table. Souvent, c'est des gangs, là, tu sais, donc le CCM, donc coiffeur, costume, maquillage sont ensemble, la production, les éclairagistes, machinistes sont ensemble, toute la régie dîne ensemble, puis les acteurs sont tous à la même table. Donc, moi, je leur demande ce que je peux m'asseoir avec vous, puis ils disent toujours oui. Fait que j'apprends en fait des départements, puis aussi de qu'est-ce que chaque département vit comme problématique. Donc, par exemple, là, je suis avec la régie, là, on parle de signalisation, de sécurité, on parle de la gestion des poubelles, après ça, on parle des communications, des walkie-talkies, on parle des piles, on parle des lifts, les 7, y a-t-il assez de 7 passagers, telle personne habite dans tel coin de la ville, il essaie de rendre la logistique la plus fonctionnelle possible. Là, après ça, on arrive avec les acteurs. Bon, ben là, eux, ils comparent leur tournage à d'autres tournages, ou ils parlent de leurs personnages, ou ils parlent de leur formation. Fait que moi, j'aime ça. J'apprends. Les éclairagistes, machinistes, c'est complètement autre chose. Ils vont parler d'équipement, ils vont parler de qu'est-ce qui est arrivé de nouveau sur le marché comme équipement. Directeur photo, assistant cam, c'est la même chose. Ils vont parler de filtration, ils vont parler de lentilles, ils vont parler de tel type de caméra, là, le 4K, le 8K, le 6K, la compression, ils vont parler de... Fait que... Puis c'est très pertinent pour mon métier, parce que moi, je suis vraiment au centre de tous les départements. Puis je dois avoir une compréhension de tous les départements, de qu'est-ce que chaque personne fait comme travail pour pouvoir superviser tous les départements, puis être aux aguets de ce qui se passe, puis comprendre ce que les gens font. Puis mes expériences en réalisation m'ont beaucoup aidé à me mettre dans la peau d'un réalisateur pour voir qu'est-ce qu'un réalisateur vit comme problématique, puis pour pouvoir mieux accompagner cette personne-là dans sa création. Donc pour toi, ce serait une des qualités en fait de script de connaître un petit peu tout sur tout. Ouais. Moi, je conseille de faire des lectures sur le cinéma, pas juste sur le langage cinématographique, sur des films, sur des réalisateurs. Et ce qui m'a le plus aidé, c'est des livres écrits par des réalisateurs ou des entrevues, comme par exemple Scorsese on Scorsese, Woody Allen by Woody Allen.
soit ou de David Mamet ou Hitchcock, Truffaut, c'est le meilleur livre de cinéma que j'ai lu. Là. Ça remplace 3 ans de bac, là, juste ce Ouais. livre-là. C'est comme Hitchcock parle de chacun de ses films, de tous les départements, même de la promotion, de la distribution, des génériques, des scénarios, des cadrages, il parle de la direction artistique, des couleurs, des textures, des bijoux, de la coiffure, de toutes ces références. C'est hyper maniaque. Mais moi, j'ai beaucoup appris là, sur le cinéma. David Mamet, c'était plus au niveau du montage, de l'intelligence du montage. Woody Allen, c'est au niveau de l'approche de réalisation. Il disait par exemple, quand il a fait Husband and Wives, on lui a dit, mais là, votre film est en caméra à l'épaule, ça vous ressemble pas. Il dit, ben, moi, je suis au service du scénario. Donc, ou pourquoi vous n'avez pas tourné en noir et blanc? Ben, parce que il y a certains scénarios qui demandent du noir et blanc, d'autres demandent de la couleur, de la caméra à l'épaule ou du trépied ou de la steadicam. Donc, ça, je trouve ça super pertinent que la réalisation soit au service du scénario. Fait que chaque livre m'a apporté quelque chose, en fait. Puis j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Plus que des livres écrits par des théoriciens ou des critiques de cinéma. Donc toi, t'es un peu le schéma universitaire, c'est pas trop ton truc non plus. L'université m'a donné une bonne base, Mhm. mais là où je me suis senti le plus chez moi, dans mes recherches, dans mes lectures, c'est vraiment auprès de réalisateurs qui parlent de leur métier. Et même chose quand je regarde un DVD, je regarde les entrevues, les suppléments. En festival, j'assiste à des classes de maîtres. Donc, rencontre avec Jean-Marc Vallée, rencontre avec Denis Villeneuve, rencontre avec Pascal Bussière, rencontre avec Robin Houbert, par exemple, dernièrement. Là. C'est très, très enrichissant. Puis il y en a beaucoup sur Internet. Moi, quand j'ai appris le cinéma, j'ai eu l'Internet à l'âge de 25 ans, donc j'ai fait mon cégep et mon université sans Internet. Donc, quand je voulais savoir quelque chose, ben, il fallait que soit que j'appelle une compagnie de prod qui me donne un numéro de téléphone, ou soit que j'allais à la bibliothèque pour lire des choses. Donc, fait qu'aujourd'hui, vous avez accès à Internet, vous avez accès à des entrevues. Profitez-en, parce que j'avais pas ça. Il y a beaucoup de choses. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de lire un scénario, tenter de le comprendre. Si je comprends pas, poser des questions, puis d'évaluer un peu la totalité du scénario, voir est-ce que ça a du sens. Est-ce que je trouve qu'il y a un manque de cohésion, un manque de cohérence dans l'histoire, dans certains dialogues. C'est que c'est un peu de filtrer le scénario, voir, faire le minutage. Donc, lire le scénario à voix haute en le minutant avec un chronomètre. Tu le joues? Ouais, ouais. Je joue le scénario, je joue tous les personnages. J'essaie de voir combien de temps va durer le film. C'est une durée approximative. Un autre script ferait un minutage, ça donnerait un résultat complètement différent. Mais avec l'expérience, je me suis rendu compte que la plupart des scripts minutent de la même façon. Fait que là, j'envoie une évaluation de la durée du scénario que j'ai, de la version que j'ai, et une liste de questions. Donc, moi, je pose beaucoup de questions. Par exemple, euh, on va dire, pourquoi dans telle scène le personnage tutoie le personnage principal alors que les autres fois, il le voit? Ah, c'est une erreur de frappe. Parfait. Pourquoi dans telle scène, ça m'est arrivé dernièrement, un scénario où une petite fille avait un poussin empaillé dans sa chambre, alors que c'est une végétarienne, puis elle est censée, euh, euh, elle est censée protéger la vie. Son personnage, c'est quelqu'un qui elle sauve la vie des animaux, elle parle aux animaux. Donc, pour moi, c'est un manque de logique que ce personnage-là ait un poussin empaillé dans sa chambre. Jamais elle accepterait ça. Des choses comme ça. Ensuite, une fois que j'ai donné ça, j'attends la version finale du scénario. Puis là, je fais ce qu'on appelle un dépouillement chronologique. C'est-à-dire que j'évalue chaque mot, en fait, chaque élément de mise en scène, que ce soit coiffure, costume, maquillage, les accessoires, le son, le jeu. Je regarde comment chaque élément, euh, la chronologie en fait de chacun des éléments de la mise en scène. Puis pendant tout le scénario. Si par exemple, la première scène, un personnage sort de sa maison, a ses clés dans la main droite, donc là, dans la scène 2, il va avoir ses clés. Après ça, la personne va s'acheter un chapeau. On va dire, bon, à partir de la scène 3, la personne a un chapeau.
Donc, la scène 3 à 15, il a son chapeau. Mais là, il l'oublie au travail. Donc, la scène 16, 17, 18, où il retourne à la maison, il n'a pas de chapeau. Puis par la suite, il retourne au travail, il récupère son chapeau. Donc, la scène, on va dire 20 à 30, il a son chapeau. Donc là, soit que je me fais un tableau, soit que je me fais une chronologie directement sur papier de chaque élément de mise en scène. Là, je parle d'un chapeau, mais ça peut être n'importe quel élément de coiffure, costume, maquillage ou d'un accessoire qui va revenir d'une scène à l'autre. Il y a des accessoires comme par exemple, s'il se faisait voler son chapeau, bon, à partir de la scène 15, il n'y a plus de chapeau. Fait que là, je me mets des notes. Fait que j'évalue chacun des mots avec des codes de couleurs qui seraient longs à expliquer. Mais chaque département a sa couleur. Puis là, je me fais un dépouillement chronologique, donc un peu des raccords prévus. Ensuite, je vais réviser les documents du premier assistant réalisateur ou le premier assistant réalisatrice qui sont la chronologie. C'est quoi une chronologie? C'est un document qui va faire, comment je peux dire, qui va nous expliquer en combien de jours se passe l'histoire. Parce qu'on a besoin de savoir en combien de jours se passe une histoire, puis quelle scène appartient à quel jour. Ça peut être, par exemple, si un film se passe en 5 jours, ça peut être du lundi au vendredi, mais ça peut être une scène par année, autant que la première scène, ça peut être en 1996, puis toutes les autres scènes, ça se passe en 24 heures, ou ça peut être 4 lundis de suite. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que c'est 5 jours dans la vie des personnages. Puis, on a besoin de savoir combien de temps se passe entre chacune des scènes. S'il y a une scène d'accident dans la première scène, puis on est le lendemain matin, c'est pas les mêmes raccords de blessure que si c'est une semaine plus tard ou un an plus tard. Ouais. Donc là, j'évalue la chronologie, en fait, qui va influencer les raccords aussi là, d'une scène à l'autre. Encore là, je prends beaucoup de notes. Puis je vais déterminer aussi l'heure, à quelle heure se passe chacune des scènes. Pour la lumière, pour la direction de la lumière, pour tout ce qui est horloge, montre. Ça peut influencer le jeu d'acteur aussi. Si tu es à 7 h du matin, si tu es à midi, si tu es en plein après-midi, c'est pas la même énergie, c'est pas du tout la même lumière non plus. Puis ensuite, je vais faire tout ce qui est préparation matérielle. Donc, faire les photocopies des rapports de continuité, de tous les documents de réalisation, préparer les rapports de production aussi. Puis là, je suis prêt à tourner. Ça, c'est la pré-prod. Une fois que la... Oui. Est-ce que tout ce que tu notes, les raccords de blessures, ça, tu en parles avec le département? Ou c'est juste pour toi? Ben, le dépouillement chronologique, c'est à la lumière du scénario. Mm-hmm. Si j'ai des questions, en effet, je peux prendre la liste d'équipe et appeler la personne qui s'occupe des effets spéciaux ou du maquillage en disant le sang qui sort du nez, est-ce qu'on a prévu que le sang allait tomber sur le chandail? On a-tu plusieurs chandails? Oh non, on a juste un chandail vintage, on en a juste un. Donc là, ça veut dire que si un personnage reçoit un coup, il ne faut pas que le sang tombe sur les vêtements. Donc là, on sait qu'il y a juste du sang qui coule. Mais ça, c'est toujours à la lumière du scénario. Puis ce que je fais, c'est qu'une fois en tournage, j'évalue voir est-ce que vraiment on voit le sang, finalement on ne voit pas de sang. Là, je vais réévaluer en fait toute ma planification de raccord selon le tournage. C'est ça. En fait, c'est que chaque département est responsable de son dépouillement. Moi, je fais un dépouillement général. L'avantage de ça, c'est qu'on est toujours deux à vérifier les choses. Donc, par exemple, la liste des sons, la liste de tous les sons qu'on a besoin, ben, le preneur de son le fait aussi. Fait qu'on est deux à cocher au fur et à mesure. On sait les sons qu'on fait en direct, donc sur le tournage. On sait les sons qu'on fait en studio. On sait les sons qu'on va faire plus tard, mais on va faire un son témoin. C'est-à-dire qu'on sait par exemple les voix au téléphone, on va les refaire en studio, mais c'est juste pour donner une idée du montage. Fait que là, on va faire des voix, tu sais. La maquilleuse va faire ses raccords pas ses raccords, son dépouillement de maquillage. La directrice artistique, les accessoiristes vont faire toute leur liste d'accessoires à chacune des scènes. Puis ils vont noter quels accessoires reviennent d'une scène à l'autre. Fait que moi, je suis là pour superviser en fait tous les départements. Fait que le blâme est partagé en cas d'erreur ou d'oubli.
Ouais, en fait, toi, tu vas recouper les informations, tu es chargé de recouper les informations de tout C'est le ça, monde. puis les départements se parlent pas nécessairement. Ouais, ouais. Fait que moi, c'est de m'assurer que tout ça fait du sens, puis qu'il va y avoir de la cohérence, puis de m'assurer que justement les gens se parlent, mais je te dirais que dans 90% des cas, les choses se font. J'ai rarement à intervenir, les gens sont très sérieux. Puis les acteurs, c'est la même chose, ils savent leur texte, ils connaissent leur personnage, j'ai pas de problème. Mais si on a des questions, je suis disponible pour tout ce qui est raccord. Ouais, donc après, tournage qui arrive. Donc, c'est ça. Durant le tournage, je vais être là. Bon, je vais être là pour différentes raisons. Durant le tournage, premièrement, je vais m'assurer que le texte est respecté. Donc, que ce soit les actions, les déplacements, les dialogues. Souvent, bon, on tourne pas en ordre. Ça va vite. Des fois, on tourne à deux caméras. Puis, des fois, on a le temps pour une prise, deux prises. Donc, il faut arriver préparé. Fait que ma job, ça va être de m'assurer que dans le chaos ou dans la rapidité du tournage, puis le stress qui s'installe à un moment donné, qu'on n'a rien oublié. Donc, on a toutes les actions, tous les dialogues. Je vais travailler beaucoup avec la liste de plans ou le storyboard, m'assurer que tous les plans ont été couverts, ont été faits, que le storyboard, qu'on n'a rien oublié. Que si on a des plans de transition, des plans de coupe qui ont tous été faits, parce que ça peut mener à des problèmes de montage par la suite. Euh, Après ça, je vais aider par le fait même les acteurs avec leur texte. Si jamais ils ont des blancs. Des fois, il y a des acteurs qui sont dans l'émotion, ils ont des blancs, ils savent plus sont rendus où dans la scène parce qu'ils sont trop habités. Donc, on a un code qui s'appelle texte. Donc, quand ils disent texte, c'est ma job. Il faut tout de suite que je dise le texte. Donc tu suis. Ouais. Tu regardes l'écran ou tu fais les deux en même temps? Les deux. Les deux. En fait, durant une prise, je suis le texte avec les actions, je minute chaque prise, puis je regarde ce qu'ils font, puis je regarde les actes, je regarde les regards, toutes les manipulations, les retournements. Je sais pas comment je fais, mais je fais tout ça en même temps. Puis j'arrive à le faire. C'était beaucoup de pratique? Ouais. Ça a été un bon 2 ans de pratique avant de pouvoir être bon, là. Puis même, je te dirais que ça fait 5 ou 6 ans que je suis bon. Ouais. Ouais. Qu'avant, j'étais un petit peu dépassé par les événements. Puis aussi, il faut que durant le tournage, je dois noter aussi les informations techniques reliées à à chacun des plans. C'est quoi la valeur focale, l'ouverture, la filtration, la température couleur, c'est sur quelle carte mémoire. Chaque prise correspond à quel clip de la carte mémoire. Parce que si on cherche quelque chose, on veut le trouver vite. Si on raccorde avec un plan qu'on a fait il y a 2 semaines, 3 semaines, un mois, euh, ça se peut qu'on me dise, peux-tu me sortir tel plan de telle scène? Par exemple, une conversation au téléphone, on veut matcher les deux plans. Au montage, on va passer d'un à l'autre. Mais c'est tourné à 3 semaines de différence. Donc, on veut que les personnages se regardent par la magie du montage. Donc, on veut avoir la même valeur focale. La caméra était où par rapport au regard? Puis, est-ce que le personnage regardait gauche cadre, droite cadre? Il arrive de où? Est-ce qu'il sort droite cadre, sort-tu gauche cadre? On veut tout savoir ça. Donc, moi, je regarde dans mes notes, je fais telle page, telle carte mémoire, tel clip, puis on le trouve rapidement. T'sais. Donc, ça, c'est une grosse économie durant le tournage et en post-production aussi. Puis, je vais noter aussi tout ce qui concerne chacune des prises. Donc, autant la durée, autant les commentaires. Donc, commentaires du réalisateur. C'était-tu bon, c'était-tu pas bon? Qu'est-ce qui était amélioré? Cette prise-là, qu'est-ce qu'on a aimé? Y a-t-il des choses qu'on a aimées? Y a-t-il des choses qu'on a moins aimées? Est-ce que, par exemple, c'était une version lente? Là, on fait une version un peu plus rapide, version un peu plus empathique, version un petit peu plus froide, version plus douce, version plus... whatever. Puis j'entoure la meilleure prise. Fait que ça, il y a ça. Puis aussi, je vais aller noter dans le scénario les changements aux actions et dialogues. Donc, des fois, les dialogues changent. Des fois, il y a des personnages qui n'existent plus. Ou il y a des gros bouts de texte qui n'existent plus. Le monteur a besoin de le savoir. Parce que le monteur travaille avec mes rapports de continuité. Lui, il n'a pas le temps de chercher pendant un après-midi
telle partie de scène qu'ils ne trouvent pas parce qu'elle n'existe plus. Donc, moi, j'imprime 2 fois le scénario. J'ai mon scénario avec mon dépouillement, puis j'ai mon scénario monteur, où je vais aller noter tous les changements. Des fois, il y a des scènes qui sont combinées aussi, il y a des scènes qui sont annulées. Puis lui va suivre mon scénario monteur. Dans le scénario, je fais aussi ce qu'on appelle un lignage. C'est-à-dire que je vais aller tracer une ligne pour chacun des plans qui va expliquer qu'est-ce que chaque plan couvre comme contenu. Puis pour quel personnage. Puis il y a des codes de couleurs aussi. Donc bleu, c'est plan large, noir, plan pied, vert, plan tête, puis rouge, gros plan. Donc ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que chacun des plans couvre comme contenu. Est-ce que l'acteur euh, est dans le champ ou est hors champ? Donc, est-tu on-cam ou pas on-cam? Y a-t-il un personnage qu'on voit, mais plutôt que on l'entend, mais on le voit pas, ou quand il parle, il est toujours à l'écran. Donc, c'est ça qu'on veut savoir. Et la dernière chose que je vais faire, c'est noter le déroulement de la journée au fur et à mesure. Donc, à quelle heure on a commencé? L'heure de la première prise. L'heure du dîner. L'heure de la première prise d'après-midi. Puis l'heure officielle de bris de plateau. Puis ça sert beaucoup aux feuilles de temps, aux comptables. Ça peut servir aussi si j'avais des techniciens sont pas d'accord avec l'heure de fin. Par exemple, ben moi j'avais 18h01 sur ma montre, toi tu avais 18h, puis le script avait 17h59. Donc là, on veut savoir c'est quoi l'heure de bris de plateau, parce que ça change quelque chose. Dès qu'on dépasse d'une seconde, c'est 15 minutes de temps supplémentaire pour tout le monde. Donc là, ça peut servir à ce niveau-là, au niveau des assurances. J'ai déjà eu un incendie, une grange qui a flambé dans l'Ouest canadien. Donc là, on voulait savoir à quelle heure le feu a été déclaré. C'était quelle date. Ça a pris combien de temps avec que les pompiers arrivent. À quelle heure on a fait un bris de plateau d'urgence. Puis là, on est revenu le lendemain, tourner ce qu'on n'a pas pu tourner à cause de l'incendie. Donc, ma job, ça ne sera pas déterminé combien ça a coûté tout ça. Non, c'est qu'est-ce qu'on a fait c'est la journée extra, la journée de plus. À quelle heure on a commencé, à quelle heure on a fini. Qu'est-ce qu'on a fait, combien de plans, combien de temps écran on a tourné. Puis j'arrive à la fin avec le rapport de production qui dit toutes ces informations-là, plus quelle scène on a fait aujourd'hui, combien de plans, combien de temps ça a duré, combien de cartes mémoire on a utilisé. Puis tout ça va servir autant à la production à savoir qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était quoi les changements au scénario, puis ça va aider à classer les plans, les disques durs, puis aussi faire la synchro. Donc savoir qu'est-ce qu'on a fait, dans quel ordre. Voilà. Très riche. Puis j'aide aussi à tout ce qui est raccord d'axe. Donc tel personnage regarde droite cadre, quand un autre personnage répond, habituellement il regarde gauche cadre, sinon il ne s'en regarde pas. Il y a ça. Les regards aussi. Donc, si un personnage regarde quelque chose, par exemple, je regarde une horloge, mais plus tard, on va faire un plan sur l'horloge. Mais l'horloge, elle est où? Es-tu là? Es-tu là? Es-tu là? Ah, on le fait plus tard, mais l'horloge est où? Faut qu'on le sache. Donc là, OK, l'horloge va être là finalement. Parfait. Donc là, j'ai un plan comme ça ici, mais je sais que le contre-champ sur l'horloge qu'on va faire plus tard, il faut qu'il soit de ce bord-là. Il ne faut pas qu'il soit de ce côté-ci. Il faut qu'il soit de ce côté-là pour que l'axe soit respecté. L'axe de 180 degrés. Il y a la hauteur du regard aussi. Puis aussi, ce qu'on appelle placer le regard, là, c'est pas juste au niveau des axes, c'est la présence du regard. Donc, est-ce que, par exemple, je regarde là, si je regarde là, c'est pas le même regard. Là, je suis très proche de l'axe en ce moment. Puis là, si je regarde là, faire une scène complètement. On dirait que je regarde la caméra, je pense, sûrement. Donc, ça peut être très déstabilisant pour le spectateur. Fait que je peux demander d'être moins dans l'axe, donc peut-être plus ici. Donc ça serait peut-être plus normal. Mais si dans la scène, tu es face à moi, ben, tu sais, si je regarde là, mais là, tu n'es plus face à moi. Fait que ton plan, il peut pas être là. Ton plan, il faut qu'il soit rendu là, dans le contre-champ. Fait que
En fait, c'est toute la gestion du montage, si on veut, mais tout en tournant. Fait que moi, il faut tout le temps que je pense au montage. C'est comme si je représentais le monteur ou la monteuse sur le tournage. Il faut que tout soit raccord pour que tout soit possible au montage. Puis ma job est importante parce que s'il y a des erreurs de continuité, où il y a juste une seule prise où tu as tes lunettes, parce que les autres prises, on les a oubliées, ben, ta seule prise raccord, là, si toi, ça fait 10 fois que tu joues la scène, puis que tu es rendu super mécanique, puis que c'est rendu bien plate, mais j'ai pas le choix de prendre ton plan, ta 10e prise, parce que c'est la seule raccord, à cause des lunettes. Et là, j'affecte le film. Là. Je peux, par ma job, si je fais mal mon travail, affecter la qualité d'un film. Donc, je dois d'être très minutieux, d'avoir le sens de l'observation, d'être très dans mon affaire, puis d'être réveillé 14 heures par jour. Parce que si je cligne des yeux, là, il y a quelque chose qui se passe. Après ton âge. Donc, une fois qu'on a annoncé le bris de plateau, je dois noter l'heure officielle de bris de plateau. Ensuite, ben, je rentre chez moi. Je travaille dans le métro. Moi, en fait, là, je travaille toujours. Donc, la première chose que je fais, c'est je fais mon rapport de production. Donc, mon rapport de production, qui est le déroulement de la journée, je le fais au fur et à mesure de la journée. Donc, même des fois, je prends une demi-heure le midi pour m'avancer. Donc, je vais aller tout rapper mon avant-midi. Donc, ce qui fait que le soir, j'en ai moins à faire, donc je dors, j'ai un peu plus de sommeil. Donc, je vais aller faire mon rapport de production, déroulement de la journée. Ça, souvent, je le fais dans le métro ou en attendant l'autobus. Après ça, je vais aller réviser mes rapports de continuité. M'assurer que tout est clair, que si j'ai barré des choses que j'ai pas eu le temps d'effacer, je les efface. Il y a des feuilles que je vais refaire aussi, que je vais rendre ça beaucoup plus clair. Ensuite, je vais compléter mon scénario monteur et mon lignage, mon scénario ligné. Donc, je parlais des petites couleurs avec les lignes sur le texte. Et je mets tout ça dans le scanner automatique. Puis pendant ce temps-là, je fais à souper. Et par la suite, je reviens. J'ai un ou plusieurs PDF que je vais aller mettre en ligne sur Dropbox. Donc, je vais créer premièrement un fichier pour le film. Je vais faire ensuite des fichiers par jour. Puis là, je vais avoir les rapports scripts, donc rapport de continuité au pluriel, rapport de production, scénario ligné. Je vais avoir 3 PDF. Puis là, je crée un lien téléchargeable que j'envoie à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est surtout la production. Donc, producteur, directeur de production, régie, réalisation, coordo de post-prod, monteur, assistant monteur, monteur son, responsable des effets spéciaux. Et voilà. Fait que là, j'envoie un bilan de la journée, donc un courriel récapitulatif de la journée, puisque les gens n'ont pas le temps d'ouvrir les documents. Et je mets un lien téléchargeable si les gens veulent en savoir plus. Est-ce qu'ils consultent tous les jours? Ils sont censés consulter tous les jours ou ils n'ont pas vraiment besoin de... Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ouvrir le lien puis ils vont classer. En fait, ils vont envoyer ça à la poste. Là. Ça, c'est ça pour la synchro. Synchroniser, classer le matériel. Puis souvent, ils classent ça dans un cartable qui, j'espère, sert à quelque chose. Puis par la suite, une fois que ça s'est envoyé, là, je prépare ma journée du lendemain. Donc, je vais aller lire les scènes du lendemain. Faire une liste, encore une fois, de raccords prévus à la lumière de ce qu'on a déjà tourné, parce qu'il y a des choses qui s'ajoutent. La semaine dernière, là, les personnages ont une lampe torche, une lampe de poche. Ils ont des sacs à dos. Là, après ça, tel personnage a des zips, son manteau est dézippé. Mais dans le scénario, il était zippé, mais là, dans la réalité, il l'est plus. Fait que là, j'ajuste mes raccords, je me fais des listes, puis après ça, je dors. Tu fais des raccords pour le lendemain pour pas être sur le plateau à chercher. Ben, c'est ça. Je prépare mes photos, je prépare mes listes de raccords. Je vais déjà remplir mes en-têtes de rapports de continuité, rapports de prod. Je vais déjà écrire les scènes qu'on est censé faire durant la journée, combien de pages, c'est quoi mon temps prévu, pour pouvoir arriver sur le plateau puis être prêt. J'imagine que ça aussi c'est l'expérience, il faut pas avoir trop de photos pour que ce soit trop compliqué à trouver, il faut avoir ce qu'il faut j'imagine. Ben c'est ça, en fait c'est que je note les numéros de photos raccords, j'efface tout le reste, puis des fois je prends des photos making of, mais je les enlève, je les mets dans mon ordi, puis je garde seulement ce qui a été établi.
Donc, moi, ça m'est arrivé souvent que les scripts m'ont remplacé une soirée, une journée, puis que, à un moment donné, j'avais une scène où j'ai trois photos, là. J'ai une photo avec un zipper complètement descendu, un au milieu, puis un manteau complet. Je suis censé comprendre quoi de ces photos? Ouais. C'est pas clair, là. Le zipper, est-il monté ou il est pas monté, là? J'ai besoin d'une photo raccord, tu sais, pas de quatre photos raccord. Euh, Puis souvent, il y a des choses qui changent aussi. On fait le master, on cherche la mise en scène, il y a des choses qui changent. Euh, donc, moi, je garde seulement ce qui a été établi, puis le reste, je veux pas voir ça parce que ça mélange, ça va me mélanger. Puis chaque département, en passant, est responsable de sa continuité aussi. Donc, les accessoiristes prennent des photos, la maquilleuse prend ses photos, la coiffeuse prend ses photos, la bieuse prend ses photos, prend des notes. Moi, je suis comme le deuxième regard. Tu recoupes. Donc, on est toujours au pire, on est toujours deux à vérifier nos photos aussi. Mais ça m'arrive des fois que je suis la seule personne à prendre des photos. Puis souvent, j'interviens dès la première journée parce que je trouve ça dangereux. Si je perds mon appareil photo, je le fais voler ou je l'oublie. Ça n'a pas de bon sens, là. Si tu te balades avec ton petit appareil, je me rappelle. Ouais, Donc ça c'est après ton âge. Et puis. c'est ça. Puis, à la fin d'une production, ben, j'envoie mes meilleures photos. Puis, je suis disponible en cas de question. Souvent, je vais aller remettre les originaux papier. Comme je scanne le soir, les originaux papier, soit que quelqu'un vient les chercher, ou sinon je ou, passe voir le monteur pour les remettre. Le monteur il t'appelle des fois ou. Euh, C'est rare en général, ça suffit. non, c'est rare. Ouais. Donc là t'as fini toute ta production est finie. Ouais, sinon, ben, j'attends le prochain contrat. Ouais. Puis j'aime bien voir le résultat de mon travail aussi. Il y a des choses, des fois, que je vais être très inquiet. Ça va-tu fonctionner? Y a-t-il des erreurs? Des fois, c'est des tournages de nuit, on est très fatigué, ou plusieurs scènes qui se ressemblent dans un même lieu. Tu sais, j'ai souvent, dans 99% des cas, je garde le cap, mais des fois, j'ai un doute. Fait que j'aime ça voir les projets sur lesquels j'ai travaillé, puis voir vraiment, évaluer est-ce que c'était si important que ça, ou je m'en suis fait pour rien, ou ça, j'aurais dû être plus insistant. Fait qu'à la longue, avec les années, j'apprends beaucoup là, Tu vas apprendre, en ouais. observant mon travail. Ouais. Tu es très critique avec ton travail ou. Ouais. Ouais. C'est bien je pense. Mais en même temps, c'est parce que moi, je vois des choses que personne ne voit, parce que j'ai sens d'observation. Puis, il y a des choses dans des films que je vois, par exemple, je vais arrêter un film, je vais dire à mon coloc, dans la roue de la voiture, là, moi, j'ai vu un boom. Je suis comme, hein? Hein? Puis là, on regarde au ralenti, puis on regarde, ah, ben oui, il y a un boom, tu sais. Fait que des fois, mon œil est comme habitué à voir des choses, ou des fois des ombres de perche. Ça c'est l'expérience, j'imagine, tu t'attends. Puis, tu sais, oui, c'est important, mais l'important, c'est que c'est l'histoire. L'important, c'est que ça soit captivant. Donc, c'est pas nécessairement des détails. Attention. Mais des fois, il y a des détails qui nous font décrocher d'un film, là. Je fais attacher, détacher, là, c'est important, là. Ou, tu sais, les filles, c'est beaucoup les cheveux en arrière des oreilles. Puis ça, tu sais, c'est comme c'est un tic que les... Pas un tic, mais c'est une habitude que les filles ont. Tu sais, ils parlent, puis ils font ça. Donc là, à partir de quel moment c'est en arrière de l'oreille? Mais tu sais, une grosse oreille, là, ça paraît, là. Pour moi, c'est pas un détail, là. Ça arrive souvent? Ouais. Ouais. Et ça, tu décroches. Moi, je décroche. Moi, les oreilles, je décroche complètement. Moi, là, c'est, tu sais, c'est cheveux par-dessus l'oreille, en arrière de l'oreille. Bon, ben, si à tel mot, moi, souvent, je vais associer la gestuelle avec des mots. Fait que, mettons, à tel mot, elle fait ça. Mais là, je note tout de suite dans mon texte, je souligne le mot, puis je mets cheveux derrière l'oreille. Puis ma job, c'est de m'assurer, à tel mot, tu fais ça. Et qu'elle le refasse. Dans ce cas-là, tu lui dis. Ben oui. Si elle le fait pendant la première prise, elle a fait ça à tel mot. Là, en place pour une autre prise. Si elle le fait à un endroit différent, là, je vais aller lui dire. Ok. Mais ça dépend de la scène. Si c'est une scène où il y a de la nudité, de la violence, où c'est super dramatique, puis que
l'actrice explose en larmes puis qu'elle donne tout ce qu'elle a, je pense qu'on s'en fout de l'oreille, honnêtement. Mais si c'est une scène ben relax, là, ça se peut que j'aille la voir en disant pour ton raccord d'oreille, c'est à tel mot. Ou je vais demander au réalisateur, as-tu préféré la première prise ou la deuxième? S'il me dit, ah, la deuxième, vraiment, bon, ben là, je vais aller faire mon raccord avec la deuxième prise. Ok, ouais. Tu sais, ça dépend aussi de comment c'est quoi les prises préférées de la réalisation, puis comment le master évolue, comment la mise en scène évolue aussi. Fait que moi, je m'adapte, je vais aller raccorder avec ce qui nous intéresse aussi, là, euh, comme plan maître, là, tu sais. Ok, la référence, ouais. Pour savoir, j'imagine, si l'actrice c'est un jeu qu'elle veut ou si c'est juste une habitude, quoi, c'est ça? Puis il y a des acteurs qui font quelque chose de différent à chaque prise. Ah ouais. Puis que si on leur dit, ben là, ça change le jeu d'acteur parce qu'ils pensent à ça. Ils pensent à leur raccord. Les enfants, les ados, là, ils ont peur du jugement, ils ont constamment besoin d'approbation. Certains adultes aussi. Fait que quand tu les prends en défaut, tu leur dis à tel mot tu fais ça, à tel mot tu fais ça, à tel mot tu fais ça. Là, après ça, là, ils sont plus là. Tu sens dans le regard, il y a quelque chose qui s'est perdu, il y a une spontanéité qui s'est perdue. Donc, c'est vraiment du cas par cas. C'est très humain en fait. Il y a des réalisateurs qui sont très stressés, que si je vais leur parler de ça, ils vont se mettre à. Donc, je vois selon les personnalités ce que c'est vraiment important. Des fois, je vais aller voir les acteurs directement, puis j'en parlerai pas au réalisateur. Je vais juger par moi-même que si je vais le voir avec ça, c'est un stress de plus, puis que c'est correct que j'aille voir les acteurs moi-même. Des fois, les acteurs sont très très couvés pour certaines scènes plus difficiles. Donc là, ça se peut que j'aille voir le réalisateur ou l'assistant réel. Ok. C'est vraiment du cas par cas. Puis dans d'autres contextes où ça va vite, c'est le chaos, où il reste 5 minutes de lumière, ben là, le raccord de cheveux, on s'en fout. On le laisse tomber parce que ça prend la scène. Là. Donc là, mais si j'ai du temps, c'est ça, moi je peux peaufiner jusqu'à la fin des temps. Là. Ouais. C'est bon, il faut que ok, c'est bon. Ouais, c'est ça, tu sais, à un moment donné. Ça me fait penser sur un truc, je crois qu'on en avait parlé de quelle place tu prends, il me semblait que tu t'en parlais avec les réalisateurs, savoir si t'es trop dans. Enfin, je sais plus comment tu m'expliques ça. Est-ce que tu es trop derrière lui ou pas assez? Que tu aimes bien qu'il te débriefe là-dessus, je sais pas si tu te souviens. Est-ce que tu prends trop de place avec lui? Est-ce que tu vas parler trop aux acteurs selon lui? Ou est-ce qu'il aimerait plus d'aide? Je sais pas, la relation qui s'établit entre réalisateurs, est-ce que toi tu te sens d'aller par un acteur ou pas? Comment ça s'instaure? Chaque réalisateur, réalisatrice est différente. Puis aussi, ça évolue à travers le tournage. Donc, un tournage de court-métrage, 3 4 jours, souvent, ça va être la même chose pendant 4 jours. Donc, c'est pas tous les réalisateurs qui ont confiance en l'équipe, surtout si c'est un premier film ou le réalisateur ne connaît pas encore son équipe. Ça m'est arrivé cet automne, une réalisatrice qui ne me connaissait pas. C'est la première fois que je travaillais avec elle. Elle provenait du documentaire, donc elle n'était pas habituée d'être entourée d'autant de gens. Fait qu'elle était un petit peu dépassée par l'expérience. Fait qu'elle, j'étais allé vraiment mollo dans la mise en confiance. Puis la dernière semaine, j'allais voir les acteurs moi-même. Là. Tu sais, on faisait juste se regarder puis on savait. Là. On n'avait même plus besoin de se parler. Je savais tu sais, ce qui fonctionnait pas dans telle prise ou dans telle scène. Puis je savais quand aller voir les acteurs, je savais quand aller la voir elle pour qu'elle aille voir les acteurs. Tu sais, c'est un petit peu difficile à expliquer, mais c'est vraiment du cas par cas. Puis il y a aussi des réalisateurs avec qui je travaille depuis 10 ans. T'sais, mettons Alain Fournier, par exemple, je travaille depuis 12 ans avec. Ça a été le premier réalisateur avec qui j'ai travaillé en 2006, comme script. Euh, ben Alain, je veux dire, tu sais, j'ai de la télépathie, là. On n'a plus besoin de se parler, là. Fait que si on fait une prise, puis qu'il regarde, il se retourne vers moi, puis selon mon expression, il sait s'il doit refaire la prise ou pas. Tu sais, donc, des fois, c'est ça, là. Il y en a que des réalisateurs que j'ai passé un mois et demi, puis j'ai jamais eu de connexion, puis j'ai jamais trop su comment dealer avec, que j'allais tout le temps voir l'assistant réalisateur que lui filtrait. Tu sais, j'ai le malade mental à un moment donné sur un long métrage, puis j'allais jamais, j'y parlais pas parce que il était tellement agressif que
moi, ça me crée de l'anxiété, là. Fait que j'allais voir les départements moi-même, j'allais voir les acteurs moi-même, puis je faisais ma petite business de mon côté, puis j'essayais de t'y parler le moins possible, tu sais. Donc, mais la plupart du temps, ça se passe très bien, il y a des belles discussions. Puis j'essaie d'avoir le plus de discussions possible avant le tournage. Donc, savoir, tu sais, quel genre de film on veut faire, c'est quoi l'ambiance, qu'est-ce qui est important. C'est-tu les mots, c'est-tu le jeu, c'est-tu l'image, c'est-tu le rythme, est-ce que ça prend une durée en particulier, est-ce qu'il y a une lecture de scénario, est-ce que je peux être présent, est-ce que je peux rencontrer les acteurs durant une répétition, par exemple, tu sais. Fait qu'il y a tout un travail en amont qu'on pense pas, mais qui est très important au niveau de tous les départements, d'en savoir le plus possible pour entrer dans la tête du réalisateur. Puis une fois en tournage, lui peut être habité par un certain stress ou dépassé par l'expérience, mais tu as tous ces gens-là qui sont autour, qui vivent pas la même chose, puis qui se souviennent de ce qu'il a dit en réunion ou en pré-production, qui peuvent l'aider à faire son film. Voilà. Il existe une grande méconnaissance de mon métier. C'est ce qui explique ma présence, entre autres, aujourd'hui. Je visite beaucoup les écoles, même le conservatoire, pour parler à des comédiens, les cégeps, les universités. Je rencontre des gens qui me posent. Les gens viennent beaucoup vers moi en général pour me poser des questions. Euh, Puis j'essaie le plus possible de sensibiliser les gens à mon métier, de faire connaître mon métier. Parce que ce que je remarque, c'est que il y a beaucoup de réalisateurs, réalisatrices, même des producteurs, qui savent pas c'est quoi un script, qui savent pas comment travailler avec un script et tirer profit de moi. Euh, donc moi, je reçois un salaire, donc je veux servir à quelque chose le plus possible. Euh, Puis ce que je remarque, c'est que je suis sous-utilisé, sous-exploité. Je pourrais en faire beaucoup plus, je pourrais être beaucoup plus utile. Puis des fois, ils savent pas trop à quoi je sers. Ça arrive des fois des gens qui me disent, des techniciens, ouais, t'es ben toi sur ta chaise. D'autres, man, j'arrête pas pendant 14 heures, là. J'ai tout le temps en train de faire quelque chose, de calculer des trucs, de prendre des notes, de, d'agencer mes feuilles, de tout classer, même, tu sais, je parlais que je travaillais dans le métro, je travaillais à la maison, je travaillais en pré-prod. Tu sais, je suis pas en train de faire des bonhommes allumettes, là, dans, dans mon cartable, là, tu sais. Puis, mais ouais, je pense qu'il y a une méconnaissance. Donc, moi, ce qui est deux choses que je fais avant un tournage. Premièrement, j'appelle le réalisateur ou la réalisatrice. Soit que je pars à sa rencontre, carrément. Puis je lui demande, est-ce que c'est la première fois que tu travailles avec un script? Oui ou non? Euh, Puis s'ils me disent, ouais, je sais pas trop, ben là, je leur explique ma job. Puis si je les rencontre en personne, j'amène mon cartable, j'amène mes documents. Regarde, je vais remplir ça pour toi. Je vais remplir ça pour toi. Je vais avoir ce document-là pour toi. Euh, Voici ce que je vérifie durant un tournage. Donc, tu peux venir vers moi si tu as des questions sur le texte, si tu as des questions sur le découpage, sur les actes, sur les regards. Tu te poses une question de raccord, la psychologie des personnages, la courbe dramatique du film. On est où dans l'histoire? Des choses comme ça. Puis, j'appelle le monteur ou la monteuse pour me présenter. Euh, Puis demander, ben, qu'est-ce que tu as besoin comme document? Est-ce que tu veux du papier? Tu veux que je scanne les documents? Est-ce que tu veux une page par plan ou une page par scène? Est-ce que tu veux une liste de sons à faire en studio? Euh, Qu'est-ce que tu veux? Je vais te le donner. C'est sûr qu'il y a un travail de base qui est pas mal toujours le même au sein des scripts. Mais moi, je suis là pour répondre aux besoins. Donc, s'ils ont des besoins particuliers. Euh, Puis souvent, ils me font rajouter, ils vont me dire, je vais leur dire, c'est qui va synchroniser les rushs? Ah, c'est telle personne. Ah, ben, pas sa liste d'équipe. Fait que là, je prends son courriel, puis j'y envoie le soir mes, mes rapports de continuité. C'est important. Parce que malheureusement, ça arrive des fois que j'envoie mes feuilles ou mes scans au monteur, mais ils n'envoient pas à l'assistant monteur. Puis là, un mois plus tard, j'en reçois un appel de ouais, ça commence à être pas mal compliqué, là. Ça me prendrait tes rapports. Je suis comme, ça fait un mois que je les ai donnés. Tu sais, puis à un moment donné, je me dis, bon, ben, c'est plate, mais il faut que je m'atterde le monde, là. Tu sais, il faut que je prenne des initiatives pour faire circuler l'information. Puis j'en parlais un peu plus tôt. Euh,
avant, j'envoyais juste ça au directeur de prod, puis j'avais pas mon courriel récapitulatif. Puis le lendemain, on me demandait mes rapports. Parce que les directeurs de prod, ils les faisaient pas suivre au reste de l'équipe. Donc là, je me suis dit, ben, je vais ajouter tout le monde. Puis là, les gens n'ouvrent pas les documents. Ben là, je vais mettre l'information dans le corps du courriel. Tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, je peux pas ouvrir les courriels à leur place. Là, tu sais. Je sais qu'ils sont débordés, je sais qu'on manque de temps, je sais qu'on manque de budget. Fait que je fais le maximum pour que l'information circule. Puis pour que l'information soit accessible aussi là, le plus possible. Puis au niveau du public, il y a bon, à mes connaissances totales. Les gens, ça arrive des fois en festival que les gens viennent me voir. Félicitations pour ton scénario, j'ai trouvé ça vraiment bien écrit. Puis, mais c'est pas moi qui ai écrit le film. C'est marqué script. Ok, mais non, mais t'as script sans E, scriptwriter, tu sais, script. Mais moi, je suis pas scriptwriter, là, j'ai pas écrit le scénario. Moi, je suis script avec un E, script. Donc, je m'occupe de la continuité. Ah, tu t'occupes des niveaux d'alcool dans les verres, puis tu sais, les gens pensent que je fais juste gérer des objets, là. Tu sais, puis à un moment donné, j'étais avec ma mère, puis j'expliquais ma job. Déjà, travailler en cinéma, c'est déjà difficile à comprendre. Puis j'ai pris 1 heure avec elle, j'étais en tournage à Québec, fait que j'ai pris 1 heure avec elle, puis j'ai tout étendu sur la table, mes cartables. Puis j'ai expliqué tout ce que je faisais dans une journée. Puis je l'ai invité en tournage, accompagné de ma grand-mère, à venir voir le tournage d'une scène. C'était une scène de déménagement. Puis, eux autres, là, ça a été une découverte dans leur vie. Là. Ils ne savaient pas que les boîtes de déménagement sont vides, que c'est pas un vrai couple, que le téléphone, ils parlent au téléphone, mais le téléphone n'est pas branché. Des choses comme ça. Ça a l'air vraiment simple pour nous, mais pour le public, là, je pense qu'ils comprennent que c'est un film, mais film et vraie vie, là, on dirait là, qu'il y a encore du travail à faire là, au niveau de l'imaginaire du spectateur. Puis script, ils savent pas pantoute. Ils savent pas du tout c'est quoi. Mais ça donne bien parce que j'aime ça leur expliquer. Ouais. J'ai un côté prof, fait que à Noël, au jour de l'an, je parle à mes oncles, à mes neveux, puis ils posent plein de questions. Probablement, ils pensent que je suis riche, ils pensent que je suis populaire, que je suis tout le temps sur des tapis rouges, que... Mais tu sais, le glamour, c'est 2% de notre métier. Là. Le reste du temps, on est devant des ordis ou en tournage, là, tu sais. Puis en train de parler de cinéma, puis de technique, puis tu sais. Puis j'aime ça leur expliquer. Puis j'ai un oncle qui travaille en construction. Puis je parlais de la notion de département, de que ça prend un superviseur, ça prend des gens qui prennent des notes, qui, au niveau juste du déroulement de la journée, de qui est à quelle place, à quel moment. Puis c'est exactement la même chose qu'un chantier de construction. Ouais. Puis que si un département fait mal son métier, ben ça nuit à tout le monde. Euh, je trouve ça vraiment très intéressant comme comparaison. Là. Faire une recherche, comme vous avez Internet. Faire une recherche sur la description de tâches dans un script ou d'un script. S'informer sur le métier. Sylvette Baudreau a créé Sylvette Baudreau, qui est une des plus grandes scripts françaises, a créé un excellent livre et elle a un site Internet qui est vraiment, vraiment facile à comprendre. Là. Puis elle explique vraiment toutes les étapes du métier. C'est très convivial comme site. Sinon, une simple recherche sur Internet sur une description de tâches et appeler la script ou le script pour lui demander qu'est-ce que tu fais comme travail. Puis d'avoir une curiosité intellectuelle, je pense. De poser des questions aux différents départements de comment ils fonctionnent. Puis de faire des lectures, je pense aussi, là, sur le cinéma, sur les départements. Un réalisateur, c'est un généraliste, doit connaître les différents courants cinématographiques, les différentes formes d'art aussi, des influences. Euh, L'art pictural, je pense que ça prend une curiosité intellectuelle pour vraiment trouver la meilleure approche pour tel ou tel scénario. Puis je pense que poser la question au script, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Puis jamais se fier à une première journée de tournage. La première journée, c'est toujours plus lent, c'est toujours plus stressant. Faut trouver le rythme. Parce qu'on a chacun notre rythme de travail, mais le rythme d'une équipe, c'est comme la personnalité d'une équipe, ça prend du temps. Souvent sur des courts-métrages, la première journée, c'est ça. C'est long, on est en retard, chacun essaie de trouver sa place. À un moment donné, on a un rythme de croisière.
Puis les choses se font de plus en plus rapidement. Puis la confiance s'installe, puis ça roule. Imaginez-vous sur un long métrage, la première semaine est toujours plus lente. Puis il y a des petits conflits, il y a des petits ci, il y a des petits ça. Puis à un moment donné, les gens trouvent leur place. Puis ça se fait tout seul après, là, ça va bien. Là, donc je pratique pas seulement le métier de script. Je dirais que le métier de script occupe 75% de mon temps. L'autre 25% est accordé à la réalisation et ou direction d'acteur. J'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup la dramaturgie, donc j'aime beaucoup la présence d'acteurs. D'ailleurs, mon coloc est acteur, ça fait 10 ans qu'on vit ensemble. Euh, j'ai découvert autant la réalisation grâce à Kino Montréal. J'ai participé à des kinos à Montréal, en Belgique, à Rome aussi. Euh, Fait que j'ai pu faire des courts-métrages sans grand budget, puis aussi de manière très spontanée. Et ça a été vraiment très formateur pour moi. Puis à part la réalisation, je me suis commencé à m'intéresser beaucoup à tout ce qui est narration, voix. À un moment donné, une comédienne m'a proposé de faire la réalisation de son démo de voix. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas? Fait que j'ai fait des recherches, j'ai écouté beaucoup de démos, voir les différentes voix qui existent. Donc, que ce soit voix pub, documentaire, fiction, les différents niveaux de langue. Donc, que ce soit québécois, québécois soutenu, normatif, tout ce qui est doublage, jeux vidéo, surimpression. J'ai fait des stages d'observation aussi auprès de gens professionnels qui font ça. J'ai visité plusieurs studios, puis j'ai décidé de me lancer là-dedans. Fait que je suis rendu à une soixantaine depuis 2010. Donc, c'est une moyenne d'à peu près 5 ou 6 par année. Et des années, j'en ai fait une vingtaine, et des années, j'en ai fait moins, selon les tournages. Puis, c'est un peu la même chose qu'avec le cinéma, c'est-à-dire que, ben, pour moi, script, c'était un métier rassurant, sécurisant, c'est-à-dire que j'ai pas à m'impliquer personnellement dans la création. C'est sûr que j'ai une implication, mais c'est pas la même chose que faire un film où tu y penses du matin au soir, 7 jours sur 7, où tu mets tout ton temps, tout ton argent, puis tu sais, il reste que le métier de script, quand j'arrive à la maison, une fois que j'ai envoyé mes feuilles, c'est fini, là. Puis la semaine d'après, ça se peut que je travaille pas, puis je suis pas en train de faire plein de choses, tu sais, je veux dire, c'est fini, c'est fini. Donc, il y a quelque chose de confortable aussi là-dedans. Faire de la réalisation, même de la direction vocale. Il y a une implication de plus. Là. La fin de semaine, je travaille. Le soir, des fois, je travaille là-dessus. Euh, j'ai essayé à un moment donné d'en faire plus de réalisation, plus de direction vocale. Puis je trouvais que ça envahissait complètement ma vie, que j'avais plus de temps, que même si des fois j'étais présent physiquement dans certains endroits ou près de certaines personnes, que j'étais pas là mentalement, que mentalement j'étais ailleurs, puis j'aimais pas ça. Fait que j'ai décidé de retrouver un équilibre entre, ok, je gagne ma vie, je participe à de la création, puis je m'offre un petit 25% de mon temps pour m'amuser, puis j'en fais pas non plus là, un métier à part entière. Euh, voilà, je sais pas si c'est assez. Pour la réalisation aussi, tu as fait plusieurs films. C'est ça. En fait, j'ai fait des films à l'école. Puis par la suite, là, ça a pris presque 2 ans avant que je fasse un autre film grâce à Kino. Donc j'allais souvent aux soirées Kino. Puis à un moment donné, j'ai décidé de participer à ce qu'appelle le Kinoël. Donc le Kinoël, en fait, c'est un échange de cadeaux entre réalisateurs. Puis chaque réalisateur intéressé met son nom dans un chapeau. Puis là, on pige un nom au hasard. Puis on fait un film à cette personne-là. Ça peut être inspiré de la personnalité de la personne, ou on s'inspire d'un de ses films, peu importe. Puis je me suis dit, ben, j'ai pas de caméra, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, quelqu'un me dit, ben, moi j'ai une caméra, je suis directeur photo. OK. Fait que là, j'y étais un peu au hasard. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré David et Monferrat, qui était mon directeur photo pendant 7 projets. Par la suite, on a fait des super de bons films ensemble. Et suite au Kinoël, là, commencé à participer au Kino Cabaret. Donc, il va en avoir un en mai. Kino Cabaret, on est 10 jours. On est plusieurs réalisateurs. Il y a des directeurs photo, des monteurs, des acteurs, des gens de différents départements qui sont présents. Puis c'est 10 jours de création. Chaque personne arrive avec des idées de films. Puis, on fait des films.
Donc, habituellement, ils prennent une trentaine de réalisateurs par année. Puis, tu es sûr de faire un film, tu sais pas quoi ni avec qui, mais tu es sûr que tu vas faire une création. Ça, j'en ai fait 8 comme ça, dont 2 en Belgique, un à Rome. C'était super enrichissant. C'est très difficile par contre, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie parce qu'il faut faire un film en 3 4 5 jours. Donc, entre la naissance de l'idée, le tournage, le montage, il peut se passer seulement 3 jours. Mais c'est des créations spontanées, on ne se met pas à analyser à outrance, on fait juste faire les choses. Donc, j'ai développé beaucoup mon intuition humaine, artistique, à travers ça. Puis j'ai fait aussi des démos d'acteurs. Euh, j'ai fait un 2 3 4 démos d'acteurs. Donc là, c'est de rencontrer l'acteur, voir qu'est-ce qu'il veut faire comme type de scène, écrire les textes ou trouver des textes ailleurs. Puis organiser le tournage, faire le tournage. Puis à travers le tournage de ces démos d'acteurs-là, il y a 2 scènes que j'ai décidé d'allonger pour en faire des courts-métrages, que j'ai distribués moi-même par la suite. Puis qui ont quand même bien roulé en festival. C'est sûr, c'est sûr. Je te dirais que la direction vocale va. J'ai développé beaucoup mon oreille, puis je chante dans une chorale aussi, là. Donc, tout ce qui est voix, comment placer la voix, où placer la voix, les accents toniques. Des fois, ça sonne faux à cause de l'accent tonique. Souvent, soit les anglophones qui jouent en français et vice-versa, ça va sonner faux à cause des accents toniques. Euh, des fois, les enfants aussi, ils vont développer une chanson. C'est-à-dire que ils vont dire à la longue de dire leur texte à un moment donné. Là, à un moment donné, là, ça a l'air de n'importe quoi. Là, il faut changer la musique. Fait que là, il faut changer. On va dire, OK, on change les mots. Dis-le comment toi tu le dirais dans tes mots. Puis là, on retrouve une spontanéité dans le jeu. T'sais. Mais tout ça, ça vient vraiment de la direction vocale. Puis aussi, j'ai fait plusieurs films avec de la VO. Ça vient vraiment de ça. Juste entendre la voix. Puis quand j'étais jeune, mon père me parlait beaucoup. Je me couchais sur son chest. Puis j'étais dans ses bras comme ça, puis il me parlait. C'est juste je me souviens de la vibration de sa voix. Il pouvait me parler pendant 1 heure, 2 heures. Puis j'ai juste écouté sa voix. Puis j'aime qu'on me raconte des histoires. Puis je pense que c'est pour ça que j'aime le cinéma, j'aime le théâtre. Souvent, même dans des réunions d'amis, je vais beaucoup observer les gens, puis je parlerai pas. Je vais juste écouter ce que les gens ont à dire. Il y a ma curiosité aussi qui rentre en ligne de compte. Euh, bon, là, tu sais, je fais des liens, tout ça, mais je pense pas que tout ça est conscient, là. Au niveau de la réalisation, c'est sûr que ben, ça m'aide à comprendre ce qui se passe dans la tête d'un réalisateur ou d'une réalisatrice, savoir c'est quoi ses besoins. Euh, Quand c'est le temps d'aller le voir puis de pas aller le voir, à quel moment poser mes questions, quelles questions poser en pré-prod, en post-prod, pas en post-prod, pendant le tournage, euh, poser, savoir vraiment découvrir sa vision de réalisation. Ça, je pense que l'ayant fait, je sais quelles questions poser, puis comment entrer dans sa tête pour pouvoir voir le scénario avec ses yeux, pouvoir l'aider à s'orienter aussi là, en cas de question. Quand je réalise, j'ai besoin d'un script. Oui. J'ai fait pas mes projets documentaires, mais mes projets de fiction, c'est sûr que j'ai toujours un script. Ouais. Puis je suis capable de mentalement mettre, mettons, vraiment, vraiment la switch réalisateur et script, là, parce que c'est vraiment deux métiers. C'est des métiers qui se complètent, mais c'est quand même différent. Puis oui, j'ai toujours une script ou un script. C'est souvent les deux mêmes. C'est une ou l'autre, selon leur disponibilité. Par contre, mon tout premier kino, j'avais pas de script, j'avais pas de directeur de prod ni d'assistant réel. Puis je me disais, ah, je vais être capable. Puis ça a été une journée d'enfer. J'ai pas mangé de la journée, j'ai pas bu d'eau de la journée. J'étais tout le temps en train de régler des problèmes. J'étais pas en train de faire mon film. Puis j'ai vraiment pas aimé l'expérience. Ça m'a même tellement stressé que ça m'a bloqué un truc dans le dos.
J'étais obligé de me faire débloquer une vertèbre. Tellement j'ai eu un stress intense, tellement que c'était désagréable. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, c'est ça la réalisation, ça m'intéresse pas. Puis ensuite, j'ai participé à d'autres projets où il y avait des équipes complètes. Puis j'ai beaucoup échangé avec David aussi qui fait de la réalisation en plus de la direction photo. Puis il m'a dit, ben, tu sais, engage des gens, là, quitte à payer, mais entoure-toi, tu sais. Puis je me suis mieux entouré, puis après ça, j'ai pas eu de problème, là. Ça se fait très bien. Ben, quand Chloé Robichaud m'a proposé de travailler avec elle, j'étais très emballé parce que j'aimais beaucoup ses courts-métrages. Puis j'avais hâte de travailler avec cette créatrice-là. Moi, souvent, ce que je recherche dans mes projets, c'est de la création. Donc, je cherche pas juste des techniciens, des techniciennes ou des gens qui vont faire des belles images. Pour moi, je veux sentir que je collabore à quelque chose d'important, puis que je vais contribuer à la création d'une personne. Fait que j'avais très hâte de travailler avec Chloé, puis j'aimais beaucoup son scénario. Puis quand j'ai lu son scénario, j'ai dit, c'est sûr que tu t'en vas au Festival de Cannes avec ça. Elle a fait, non, 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 parle-moi pas de ça. Puis elle est allée à Cannes. Ce que j'ai beaucoup aimé, pourquoi cette expérience-là m'a marqué, euh, ben, premièrement, la personnalité de Chloé, c'est quelqu'un de très calme. J'aime beaucoup son approche de réalisation, très épurée, très axée sur le jeu d'acteur aussi. Puis ça a vraiment confirmé, je te dirais, mon intérêt pour les acteurs. J'ai aimé le temps qu'elle prenait aussi avec les actrices et les acteurs pour vraiment aller chercher ce qu'elle voulait. Puis il y avait aussi à créer avec sa personnalité, on dirait qu'elle créait un sens de l'unité à travers nous, dans son équipe, et dans le choix des gens avec qui elle travaillait. Je trouvais que nos personnalités étaient vraiment compatibles, tout le monde, là. Fait que tu sais, je trouve qu'elle a vraiment créé une famille avec son film, dans son choix d'équipe. Puis les gens avec qui on travaille, c'est très, très important. Si on calcule le nombre d'heures qu'on passe avec nos collègues, ça dépasse largement le nombre d'heures qu'on passe avec nos amis et notre famille, là, dans une année, là. Donc, les gens avec qui on travaille, c'est important. Puis, je veux dire, ça construit notre personne, autant que ça peut détruire notre personne. Ça construit notre identité. Puis, ça peut beaucoup, beaucoup nous apporter. Euh, donc, c'est ça. C'est une collaboration que j'ai beaucoup aimée, que j'aurais aimé développer. Malheureusement, c'était le seul projet pour lequel j'ai travaillé avec Chloé. Elle m'avait déjà contacté par la suite pour une pub, je n'étais pas disponible. Mais j'aimerais beaucoup retravailler avec elle. Ah, c'est vrai, j'ai remplacé sa script sur Féminin Féminin, première saison, une journée. Pour moi, c'était un plaisir de retrouver Chloé. Puis j'espère qu'il va en avoir d'autres. Euh, une des expériences négatives qui est devenue positive parce qu'on est devenu super proches, puis ça a très bien été, c'est avec Alima Wardiri sur le court-métrage Mokhtar. Un contrat que je me suis trouvé sur un plancher de danse. J'étais au rendez-vous du cinéma québécois et je parlais à Marie-Alexandre, l'assistante réalisatrice que j'avais rencontrée sur un court-métrage sur lequel j'ai travaillé bénévolement. J'ai beaucoup aimé ça travailler avec elle, c'était réciproque. Puis je disais, ah, quoi de neuf? Puis elle me dit, ben, on part au Maroc là, au mois de mars, fin mars, pour tourner un court-métrage en 16 mm. Je dis, ah, c'est intéressant, c'est cool. Puis je dis, ben, avez-vous une script? Ah non, la réalisatrice veut pas de script. Puis j'ai dit, mais c'est pas une réalisatrice de documentaire? Elle fait, ouais. Bon, réalisatrice que j'ai jamais fait de fiction, tourne avec des enfants, des animaux, il y a des blessures. Elle tourne avec un bébé hibou, en pellicule, puis pas de script. Pour moi, là, c'était. Ça n'a aucun sens. J'ai dit, ça te prend absolument une script. Je te dis pas que ça te prend moi, mais moi, là, le petit red flag, là, ça te prend une script, là. Puis, ah ben là, on n'a pas de budget, tout ça. J'ai dit, gars, si tu me payes l'avion puis l'hôtel, là, puis que tu me nourris, là, moi, je te le fais gratos. 10 jours au Maroc, allô? Puis, tu sais, il tournait dans les montagnes, chez les Berbères, puis moi, j'adore voyager, puis quelques années avant, j'ai passé 3 mois en Afrique, fait que, tu sais, pour moi, retourner en Afrique, puis juste être à la rencontre d'une autre culture, ça m'intéressait, fait que j'ai dit, ben moi, je vous le fais bénévole. Puis finalement, j'ai eu 600 dollars. Yeah! Fait que j'ai pu payer un loyer.
Puis j'ai rencontré la réalisatrice, j'ai expliqué mon métier. J'ai expliqué qu'est-ce que je pouvais faire pour elle. Puis elle semblait le comprendre, mais une fois en situation de tournage, je pense qu'elle comprenait pas du tout à quoi je servais. Euh, Puis d'autres membres de l'équipe, c'était une équipe vraiment bizarre. Des personnalités qui clashaient. Je trouvais qu'il n'y avait pas de cohésion dans l'équipe. Fait qu'il y a des gens avec qui je m'entendais bien, des gens que je m'entendais moins bien. Les acteurs parlaient pas du tout français ni anglais. Ils parlaient berbère et arabe. Fait que la communication avec eux était pratiquement impossible. Puis c'est seulement la troisième journée que Alima a compris ma job. Elle venait de on venait de tourner la première journée un plan large où le petit garçon arrive avec son bébé hibou qu'il a trouvé au pied d'un arbre. Et le bébé hibou fait, il fait du bruit dans le sac. Puis là, son père dit: Qu'est-ce que dans ton sac? Rien, rien. Puis il dit: Ouvre ton sac. Et là, il ouvre le sac et là, la tête du bébé hibou sort du sac. Et bon, c'était un plan large, plan séquence, le cinéma, plan séquence, la pureté du plan séquence. Mais 2 jours plus tard, en y repensant, c'est dit: je pense que des plans taille, ça aiderait beaucoup à comprendre ce qui se passe, puis où est-ce qu'on est censé regarder. Parce que là, c'était un plan large où il y avait le petit garçon, le père et la mère qui fait la cuisine, puis qui parle, là, qui dit plein de choses. Donc là, le focus n'était pas clair dans la scène. Donc là, on fait des plans taille. Puis là, elle me dit: je suis tellement angoissée, je sais pas ce qu'on va faire, je me souviens plus où étaient les objets, puis est-ce qu'elle portait son châle noir, son châle blanc, brun, ou... euh, là, j'ai dit: mais moi, j'ai tout ça. Moi, j'ai tout pris en photo, là. Puis même que j'ai filmé ton master avec ma petite caméra vidéo. J'ai ton master de référence, puisque on tourne en pellicule, on tourne en pellicule. Donc moi, je me suis fait une petite prise, là, comme ça, sans bouger, là, tout en notant. Fait que j'ai des photos, on a tout ce qu'il faut. Je peux même te dire à quelle heure on a tourné pour la direction du soleil. On a tourné à 10h36, première prise du master. Fait que si tu veux ton raccord lumière, si tu veux que ton soleil soit là, il faut que tu tournes à 10h36. C'est extraordinaire. Fait que là, on a refait la scène, on a rajouté ses plans. Puis là, elle a pogné le beat. Là, parce que là, le lendemain, elle s'est dit: je pense qu'il y a un gros plan de la tête, du hibou qui sort du sac. Fait que là, c'est donner plus de liberté d'essayer des choses, de rajouter des choses ou de venir me poser des questions sur ça c'était comment, ça c'était comment. Puis on avait une interprète sur le plateau qui parlait anglais, français, berbère et arabe. C'était super pratique. En fait, toutes les possibilités. Parce que le directeur photo et son assistant étaient anglophones. Euh, Puis là, à partir de la troisième journée, là, ça a été vraiment génial. Ça a vraiment très bien été. Et là, elle a compris live mon métier. Puis, voilà. C'était pas un problème de confiance aussi dans son équipe? Comment? Peut-être que aussi c'est une histoire de confiance, non? Elle a peur de déléguer un métier qu'elle ne connaît pas à quelqu'un qu'elle ne connaît pas forcément non plus. Ben, c'est ça, c'est normal. Moi, c'est pas quelque chose qui m'insécurise. Si je sens que le réalisateur ou la réalisatrice a pas confiance, que, tu sais, elle essaie de tout gérer, je la laisse faire. Je fais ma job, je prends mes photos, je prends mes notes. Puis à un moment donné, ça débloque. C'est sûr qu'en court-métrage, c'est plus difficile. C'était avec une réalisatrice dernièrement. Elle, ça a pris 3 semaines avant qu'elle comprenne ma job. Puis ça l'a compris un peu tard. Je pense que si elle avait compris plus tôt, on aurait pu aller plus loin ensemble. Mais pour ce projet-là, ça va être ça. Son prochain film, si elle me réengage, ben, la connexion va déjà être là. La complicité va être là. Puis peut-être qu'elle va plus. Elle va peut-être plus aller vers moi, me poser plus de questions, savoir qu'est-ce que j'en pense. Peut-être qu'on va pouvoir aller plus loin dans la mise en scène aussi. Je pense que si vous avez le sens de l'observation, que vous aimez prendre des notes, assister un réalisateur dans sa création, ça peut être un bon métier pour vous. Ça prend autant de patience, ça prend une connaissance générale du cinéma aussi. C'est long avant de devenir bon, de devenir bonne. C'est pas un métier que ça prend facilement. Ça prend beaucoup de pratique, ça prend beaucoup de tournages différents aussi.
C'est bon de faire de la fiction, d'aller en court-métrage, en long-métrage, un peu en télévision, série web, film étudiant, pub, de vraiment faire le tour pour trouver votre niche dans laquelle vous êtes le plus à l'aise, puis de trouver là où vous vous sentez le mieux, que vous sentez que vous pouvez apporter quelque chose à ce domaine-là, à ce milieu-là. Quoi dire d'autre? Il y a du débouché? Est-ce qu'il y a des débouchés? Est-ce que c'est bien recherché en ce moment? Non. Oui, on a toujours besoin de script. Ouais. Il y a 3-4 ans, il y a une grosse pénurie de scripts à Montréal. C'était devenu même un problème. Il fallait qu'ils engagent des scripts de la France. De les faire venir ici, leur trouver un logement. Puis là, moi, je me suis mis à former beaucoup de scripts. J'en ai formé 5. Il y en a d'autres qui en ont formé 3-4. Puis quand là, il y en a 8-9 de plus. C'est pas tout le monde qui continue. Autant à cause des horaires, premièrement. Bon, travailler à contrat, tu sais jamais quand tu vas travailler, quand tu travailleras pas. Les premières années, c'est difficile. Les 2 premières années, 3 premières années. Il faut se faire une réputation. Donc, se bâtir une réputation, c'est long. Mais il faut aller vers les gens. Faut pas attendre que la job vienne à vous. Faut aller dans les festivals, aller à Kino, aller parler aux gens, suivez des classes de maîtres, faites des lectures. Si vous êtes en 2e, 3e année, aidez les gens de première année, les gens de 2e. Vous êtes en contact avec des finissants qui font des films, allez les aider sur leur plateau, poser des questions au script. C'est vraiment développer votre curiosité. Puis informez-vous, faites des recherches. Puis ça prend du temps, mais c'est possible. Puis il y a toujours besoin de script. Toujours. Ouais. Super. Surtout bientôt parce que là, je pense que Téléfilm, ils ont changé leur formule cette année. Ils vont produire une 50aine de premiers longs métrages. Donc, je pense qu'ils veulent vraiment voir de quoi on est capable. Ce que les gens sont capables de faire avec 50 000, 75 000 dollars. Ce qui est absolument rien. C'est des budgets crève-faim. Je pense que ça va être le bordel. Parce que faire un long métrage avec 50 000, oui, c'est possible, mais à quel prix? Mais je pense qu'ils vont chercher à engager des gens qui ont peu d'expérience, des gens qui veulent se lancer, qui sont prêts à s'investir, soit bénévolement ou avec un petit budget. Moi, si je tombe sur vraiment un scénario que j'aime, un réalisateur, si je sens une connexion, c'est sûr que je vais le faire. Parce que moi, ça me nourrit personnellement au niveau artistique. Je pense que ça va être des bonnes occasions de prendre de l'expérience. Puis sinon, au niveau des films étudiants, il y a toujours de la place. Puis à Kino, il y a toujours de la place. Là, il y a le Kino Cabaret qui commence bientôt. Une trentaine de réalisateurs qui vont faire des films. Ils ont besoin de monde dans tous les départements. Puis allez voir sur le site de Kino Montréal. Ils ont besoin d'aide. Puis ils ont besoin du genre d'expérience qui ont le goût de s'impliquer. Puis faites votre place.